oui, on sent que une décision de vendredi peut être contredite par dimanche. Il peut faire une annonce qui en fait est contredite par les faits quelques heures plus tard. Et donc, je pense que c'est peut-être le plus grave dans ce qui est en train de se jouer, une décrédibilisation de la parole des États-Unis. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Bokartov. Merci d'être avec nous. Je dois vous avouer que on est un peu dépassé ici en Israël. On se parle, vous êtes aux États-Unis. On a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre ce que veut Donald Trump. Ça change presque d'heure en heure. Le président américain semble être favorable à un accord, mais d'un autre côté, il est prêt à attaquer. Vous pouvez nous aider à un peu clarifier les choses? Alors là, je pense qu'il faut être extrêmement modeste et je vais vraiment être le premier à le dire, c'est que voilà, je ne sais pas non plus. Je pense que Trump est connu ici pour son imprévisibilité. D'une certaine façon, ce que le monde et ce que les Israéliens découvrent, c'est ce que beaucoup d'Américains connaissent déjà du personnage Donald Trump, puisqu'il est comme ça souvent sur la politique intérieure avec des revirements permanents. Sauf que là, il y a un problème. Il y a un problème évidemment parce que c'est la paix du monde, c'est en particulier la stabilité d'Israël. Et puis peut-être encore plus grave, cette instabilité permanente. Les Iraniens le voient, les Iraniens en jouent, et évidemment, je veux pas dire que c'est eux aujourd'hui qui ont toutes les cartes en main parce que c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est quand même terrible aujourd'hui d'avoir l'impression que le pôle de stabilité est plus venant d'Iran que des États-Unis. Donc il y a quelque chose effectivement qui est assez déstabilisant dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui, on sent que une décision de vendredi peut être contredite par dimanche. Il peut faire une annonce qui en fait est contredite par les faits quelques heures plus tard. Et donc je pense que c'est peut-être le plus grave dans ce qui est en train de se jouer, une décrédibilisation de la parole des États-Unis. Et c'est ce qui est vraiment commenté ici aujourd'hui aux États-Unis, pas seulement par les démocrates, mais par certains républicains qui disent que ces zigzags permanents, ces revirements permanents, ça porte atteinte évidemment à la stabilité du monde, évidemment à la stabilité d'Israël, mais aussi à la crédibilité américaine. C'est peut-être ce qui est le plus grave à court, moyen et long terme. Alors, par exemple, les dernières informations, on va dire ces dernières heures, on parlait d'une opération, d'une possibilité pour Trump d'accepter le principe d'un enrichissement, enfin d'un déplacement, le fameux 440 kilos d'uranium vers le Pakistan. C'est-à-dire, ça c'est ça peut paraître fou parce que le Pakistan c'est un pays nucléaire, c'est une nation qui possède l'arme nucléaire et c'est pas une nation qui est particulièrement une nation favorable à Israël, on peut le dire d'une certaine On peut manière. dire ça C'est comme pas ça, qu'on puisse oui. dire. Oui. Alors, c'est dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que le président américain puisse avancer une telle solution, c'est quelque chose. C'est-à-dire, ça peut paraître là encore stupéfiant. Alors, on peut aussi imaginer que, et c'est aussi un modus operandi de Trump qui aime bien en fait faire fuiter les choses. Alors après, il dit que c'est fake news, mais en fait, il y a je dirais une façon de travailler qui est de dire je fais fuiter pour regarder un petit peu les réactions, et puis on voit ce qu'il en sort. Je pense que c'est un moyen pour lui de tester. L'autre chose, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est qu'on sent surtout que Trump veut un accord. Je veux pas un accord, évidemment pas un accord à n'importe quel prix, mais il semble vraiment plus pressé de conclure un accord que les Iraniens. Les Iraniens, on le sait, ils se fichent éperdument de leur peuple, ils se fichent de l'économie. S'ils peuvent encore plus saboter l'économie du monde, ils en sont évidemment satisfaits. Ils n'ont pas d'échéance électorale comme le peut avoir Trump. Et donc, d'une certaine façon, c'est ça le problème en fait de cette idée en fait du Pakistan, c'est que ça traduit l'impatience américaine. Et le problème dans toute négociation, c'est valable quand vous achetez un appartement ou c'est valable quand vous voulez un accord avec l'Iran, il faut jamais montrer que vous êtes trop pressé de conclure parce que évidemment la partie adverse, ben, elle en joue. Et là, évidemment, on joue avec la paix du monde, on joue avec la stabilité régionale, la non-prolifération nucléaire, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Ce qui sort, il semble visiblement que Donald Trump soit prêt, en tout cas, là aussi, c'est ce qui a fuité, donc il faut être extrêmement prudent, c'est qu'on serait prêt éventuellement sur un accord de 15 ans de pause de l'enrichissement de l'uranium, mais là où je vous rejoins, le vrai problème, si c'est cette solution du Pakistan qui est retenue, en quoi Israël, mais le monde entier, peut-il avoir confiance dans le fait que cet uranium sera vraiment conservé de façon pacifique par le Pakistan et qu'il n'y aura pas demain éventuellement, je dirais, du trafic qui permettra à l'Iran de se redoter de cet uranium enrichi. Donc oui, en ce sens, il y a quelque chose effectivement d'assez inquiétant parce que là encore sur la position, sur l'accord éventuel avec le Pakistan, mais surtout
avec le fait que les Américains apparaissent en position de faiblesse et d'impatience. Et donc, évidemment, l'idée, la crainte aujourd'hui, c'est que demain, les Iraniens parviennent à obtenir un accord, celui-ci ou un autre, mais en tout cas qui soit plus défavorable que celui qui avait déjà été fortement critiqué par Israël, qui est le fameux JCPOA de 2015. C'est ça aujourd'hui qui se joue et qui inquiète au-delà même, je dirais, d'Israël. Vous avez certaines voix aux États-Unis qui, elles aussi, ont un certain nombre de réticences par rapport à cette option-là. Qui avait un accord qui avait été critiqué par Israël et qui avait été annulé par Trump dans son premier mandat, n'est-ce pas? Il faut le rappeler quand même. Exactement. Alors, on sait que lui, Trump, en fait, s'était exprimé contre cet accord. Alors, ses proches avaient essayé de le dissuader de sortir de cet accord en se disant, voilà, c'est un mauvais accord, mais il y a peut-être un moyen d'en rediscuter un petit peu les termes. Simplement, on sait qu'à l'époque, lui était plutôt réticent. Le premier ministre israélien, déjà Netanyahou, était très réticent. Et donc, il y a eu un accord entre les deux hommes pour vraiment déchirer cet accord. Le vrai problème, et ça pour le coup, même des gens qui étaient contre cet accord à l'époque, ce qu'ils avaient critiqué à l'époque, c'est que Donald Trump était sorti de cet accord sans en proposer un nouveau et sans donner un cadre éventuellement alternatif. C'est aussi ça qu'on paye aujourd'hui. Le problème encore avec Trump, et on parlait de son imprévisibilité, le fait qu'il change d'avis souvent, il peut changer d'avis par rapport à ce qu'il annonce sur guerre, pas guerre, menace, pas menace, mais ça peut être aussi le cas demain d'un accord nucléaire qui pourrait ressembler à celui de 2015 parce qu'il estime aujourd'hui que il n'y a pas d'autre, il y a rien en magasin aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, et que donc finalement je change d'avis là-dessus, c'est pas très très grave. Ce qui serait évidemment terrible parce qu'on aurait perdu 10 ans pour revenir au point de départ. Et avec aujourd'hui, évidemment, une crédibilité américaine en plus qui aura été écornée dans l'intervalle. Alors l'option d'un retour des combats, c'est quelque chose qui semble possible, c'est-à-dire comment vous le sentez? Alors, et là Qu'est-ce qu'on en encore, dit aux États-Unis? Parce que on s'était engagé, en tout cas en Israël, on avait vraiment le sentiment qu'avec l'instauration du cessez-le-feu en Iran, c'est-à-dire entre l'Iran et les États-Unis, on était engagé dans une nouvelle démarche et que c'était difficilement réversible. Là, qu'est-ce que vous dites? alors là encore, extrêmement prudent, je ne suis pas dans la tête de Trump et je pense que c'est important de savoir, c'est in fine, ce sera vraiment Trump et pas l'appareil militaro-politique américain qui va choisir. C'est une personne et là aussi c'est quelque chose d'assez particulier dans cette crise. C'est la décision du président, c'est la présidence d'un homme et d'un homme seul. En ce sens, c'est vrai que c'est assez inquiétant, mais en tous les cas, donc il faut être dans la tête de Trump. Or, Trump aujourd'hui, il est pris entre deux types de contraintes. Un, il y a une contrainte par rapport à une contrainte politique. Il a une forte impopularité. Vous avez les prix de l'essence, évidemment, tout le monde en parle. Vous avez les élections de mi-mandat qui de toute façon, seront sans doute extrêmement mauvaises parce que c'est le cas pour tout président américain. Donc, vous avez cette contrainte-là. Et puis de l'autre, vous avez aussi la contrainte de son image, je ne veux pas dire de son ego, mais son image d'homme fort, donc il ne peut pas non plus tout céder. Donc c'est pour ça qu'il maintient cette menace extrêmement forte militaire envers l'Iran. La vraie question, et honnêtement, j'ai pas la réponse, est-ce que c'est du pur bluff ou est-ce qu'il est prêt à utiliser cette armada? Honnêtement, je n'en sais rien. Maintenant, je pense qu'il faut être prudent parce que beaucoup avaient pensé qu'il n'utiliserait pas la force avant le déclenchement de cette guerre fin février. Finalement, il l'a fait. Donc, je pense qu'il se garde clairement, et ça c'est quelque chose d'important aussi pour comprendre Trump, il veut se garder toutes les options ouvertes. On en est là aujourd'hui. On ne peut absolument pas exclure. Donc, je dirais que c'est pas très probable aujourd'hui, mais c'est complètement possible. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ce qui peut se jouer d'ici un jour, une semaine ou un mois. En fait, on n'en sait rien. Alors, d'un côté, il impose à Israël un cessez-le-feu au Liban, alors qu'Israël voulait absolument dissocier le Liban de l'Iran. Et d'un autre côté, il couvre les Israéliens d'éloges, un allié loyal, courageux, intelligent, etc. Là encore, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Je pense je pense qu'il tient l'alliance avec Israël. Pour le coup, je pense qu'il a montré assez de signes là-dessus, mais là encore, il est soumis à des pressions extrêmement contradictoires. Il ne veut pas que son cessez-le-feu avec l'Iran soit mis en cause, et donc les Iraniens, pour le coup, ont réussi sans doute à le cornériser en disant c'est une condition pour le maintien du cessez-le-feu. Donc c'est pour ça que il a envoyé ce tweet comminatoire envers Netanyahou qui est quand même assez particulier par rapport à un allié. Donc je pense qu'il s'est peut-être rendu compte qu'il est allé trop loin. On peut aussi penser qu'il y a eu des messages officieux de la part de Jérusalem et de l'ambassadeur israélien aux États-Unis en disant attendez, vous ne pouvez pas nous faire un truc comme ça. On a été un allié loyal, on est toujours là pour vous. Et donc voilà, essayez d'envoyer un autre signal parce que
Netanyahou et Trump sont proches. Netanyahou, il a aussi, lui aussi, son opinion publique à gérer. Et on peut penser que Donald Trump a voulu rassurer son ami Netanyahou par rapport à son opinion publique en disant l'alliance israélo-américaine n'est absolument pas remise en cause. J'aime Israël, j'aime son Premier ministre. Donc je pense que c'est aussi un signal politique envoyé. Et puis, il faut aussi savoir, Donald Trump a aussi des pressions politiques en interne. On sait que la droite chrétienne évangélique est assez proche d'Israël, et notamment de ce gouvernement actuel. Et on sait que la semaine dernière, il a froissé cette droite chrétienne évangélique avec notamment son tweet sur Jésus-Christ et ses attaques contre le pape. Donc je pense qu'il faut aussi voir peut-être ce tweet, je dirais flatteur envers Israël, à l'aune de cette contrainte politique par rapport à la droite chrétienne américaine. Oui, c'est intéressant. Effectivement. Eh bien, donc, on va en rester là. Dans l'attente de savoir effectivement si on va dire, la date butoir de mercredi, qui est la fin de l'ultimatum, enfin, la fin des 15 jours d'ultimatum, eh bien, va apporter une solution, ou bien si ça sera prolongé, ou bien si on reprend les combats. Et toutes les options sont ouvertes, n'est-ce pas? Elohim Yodea. Et je suis Ouais. même pas sûr qu'il sache. Et oui, voilà, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup, Sébastien Lévy. Je rappelle que vous êtes un expert de la société américaine et de relations aussi entre Israël et les États-Unis, correspondant de Radio J. Merci beaucoup, Sébastien, de Merci nous avoir Daniel. éclairé sur ce sujet complexe, il faut l'avouer. Merci.